Alors c'est évidemment un très grand plaisir, un honneur très spécial là d'introduire Philippe Aghion, qui est donc professeur sur la chaire d'économie des institutions, de l'innovation et de la croissance, mais évidemment surtout qui a eu le prix Nobel 2025 avec Joël Mokyr et Peter Howitt sur... Donc, sur l'impact de l'innovation sur la croissance économique à travers la théorie schumpeterienne de la destruction créative. Et bien sûr, l'IA étant un élément fondamental de l'innovation, c'est aussi un spécialiste de l'analyse économique en lien avec l'IA, avec le rapport IA, notre ambition pour la France qui avait été remis au président de la République. Et donc, merci beaucoup de nous faire cet exposé. Et Stéphane, je dois dire qu'on est très fiers parce que tu as eu la médaille d'or du CNRS cette année. C'est un grand honneur. Voilà, faut l'applaudir. Faut-il craindre l'intelligence artificielle ? Donc l'histoire de l'IA remonte à plus de 70 ans. Dès 1950, le mathématicien et cryptologue britannique Alan Turing s'est intéressé à la capacité d'une machine à imiter une conversation. C'est quelques années plus tard, en 1956, qu'apparaît pour la première fois le terme d'intelligence artificielle. L'IA se développe d'abord sous la forme de règles déductives, si ceci, alors cela, et on appelle cette approche l'approche symbolique. Elle est fondée sur le raisonnement et les instructions, et elle est largement majoritaire jusque dans les années 90. Alors, sans que cette approche symbolique disparaisse, il y en a une autre qui prend le pas, c'est l'approche statistique, et surtout avec l'arrivée du machine learning dans les années 90. Et contrairement à l'approche symbolique, avec l'approche statistique, l'humain ne détermine pas un ensemble de règles logiques, si ceci, alors cela. Il veille à ce que l'ordinateur apprenne à identifier des relations statistiques entre les données. Il n'y a donc pas d'instruction explicite d'un humain. La machine est entraînée à reconnaître des liens à partir d'un ensemble de données dites d'entraînement. La machine applique ensuite ces liens à des données nouvelles pour effectuer une tâche. Alors le succès de l'approche statistique repose sur deux ingrédients essentiels. Les données, nous on a beaucoup de données en France, notamment les données de santé, on est très très bon, et il faut de la puissance de calcul. Là par contre on n'en a pas beaucoup en France, hein. C'est surtout aux États-Unis. Voilà. Et donc, alors voilà la première page de notre rapport. Hein. Alexandra, tu te souviens, tes merveilleux souvenirs. Voilà. Alors il y a une vision pessimiste et optimiste. La vision très pessimiste, c'est que l'IA va nous donner très peu de croissance et beaucoup de destruction d'emplois. Une vision un peu moins pessimiste, et je dirais prudemment optimiste, c'est que l'IA a un potentiel de croissance. Elle a également la possibilité de créer des emplois, pas juste d'en supprimer, mais ça dépend des institutions et des politiques que l'on met en place pour mettre en valeur ou ne pas mettre en valeur l'intelligence artificielle. Et vous savez, la prospérité, c'est toujours le résultat joint de technologies et d'institutions. Donc tout dépend de comment les institutions s'adaptent ou ne s'adaptent pas aux technologies. D'accord ? Donc si je regarde d'abord l'effet sur la croissance, pourquoi on peut penser que l'IA devrait stimuler la croissance ? Parce qu'en fait, elle automatise des tâches, non seulement dans la production des biens et services, mais également dans la production des idées. Souvent, les nouvelles idées, on recombine des idées anciennes. Évidemment, avec l'IA, on peut faire beaucoup plus de recombinaisons et avoir beaucoup plus d'idées potentielles. Et puis en plus, avec l'IA, on peut plus facilement sélectionner parmi les idées qu'on a recombinées pour trouver des idées nouvelles, d'accord ? Donc l'IA, on peut penser que ça devrait stimuler la croissance, d'accord ? Alors, il y a eu un papier d'un ami, qui est un professeur à Stanford, qui est un très bon copain, qui s'appelle Eric Brynjolfsson, avec des co-auteurs, et le papier maintenant est dans le Quarterly Journal of Economics, parce que je suis ravi, et il regarde le cas d'une entreprise. C'est une entreprise qui fait partie des Fortune 500, c'est-à-dire les 500 entreprises qui marchent le mieux aux États-Unis. C'est une de ces entreprises. Et ce que fait cette entreprise, c'est de conseiller des chefs de PME sur l'adoption de logiciels. Donc, vous êtes à la tête d'une PME, vous voulez adopter un nouveau logiciel, vous prenez votre téléphone, vous téléphonez au standard de cette entreprise et on vous met en contact avec un employé. Ils ont des employés dans le monde entier, notamment aux Philippines. Et ce qu'ils ont fait, c'est que petit à petit, ils ont mis à la disposition de ces employés le ChatGPT.
Donc ils ont pu, comme ils l'ont fait graduellement, ils ont pu faire des groupes de traitement et des groupes de contrôle. Ils ont pu comparer la productivité d'un employé. Oh là là, si vous mettez à tousser, c'est que je suis en train de vous perdre. Ils ont pu comparer la productivité d'employés qui avaient accès au ChatGPT et ceux qui n'avaient pas accès. Et la productivité, ils le mesurent par le nombre de résolutions par unité de temps. Et ce qui montre, c'est que, eh bien, ceux qui ont accès au ChatGPT par rapport à des individus semblables en tout point qui n'ont pas encore accès, c'est qu'au bout de 3 mois, la productivité, elle augmente d'un quart. C'est énorme, un plus 25%. Ça veut dire que dans le cas de cette entreprise, eh bien, l'IA a dopé la croissance de la productivité. Alors évidemment, vous me direz, c'est une entreprise. Quid de l'économie dans son ensemble? Alors, dans l'économie dans son ensemble, il y a 2 approches. Je peux extrapoler à partir de révolutions technologiques antérieures, celle des technologies de l'information et celle plus ancienne de l'électricité. Ou bien je peux dire, ben, je sais que l'IA automatise des tâches dans la production des biens, je vais m'utiliser ça. Et si je prends l'extrapolation, je sais que quand il y a eu la révolution de l'électricité, eh bien, ça a permis d'augmenter la croissance de la productivité aux États-Unis de 1,3 point de pourcentage. C'est-à-dire que si je croissais à 1% par an, pendant 10 ans, je suis à 2,3 et je reviens à 1. La révolution des TIC, ça a augmenté la croissance de 0,8 points de pourcentage pendant 10 ans. Si je croissais à 1% par an avant la révolution, pendant 10 ans, je crois à 1,8 et je reviens à 1. Et donc, ça vous donne quelque chose comme ça. Et on peut dire, ben voilà, peut-être que l'IA, c'est comparable à ces révolutions. Sans IA, sans révolution technologique, j'ai la courbe, là, j'ai la courbe en pointillé. Et là, pendant 10 ans, je crois plus vite mon PIB. Et après, je reviens au même taux de croissance qu'avant. Mais mon PIB, évidemment, en permanence supérieur à ce qu'il aurait été si. Alors, ça, c'est une manière de raisonner. Une autre manière, c'est de faire par les tâches. Alors, j'ai un très bon ami qui s'appelle Daron Acemoglu. On a une histoire de couple un peu particulière avec Daron, parce qu'on est encore en train de faire des papiers ensemble, sur l'innovation verte notamment, on se connaît depuis des lustres, mais il y a des fois on n'est pas d'accord. Alors évidemment avec Daron, les choses se passent beaucoup mieux quand tu es d'accord avec lui que quand tu n'es pas d'accord avec lui. C'est comme prendre un avion, je ne sais pas si vous allez, si tu es d'accord avec Daron, c'est comme si tu voles de Washington à Paris, tu as le vent en arrière, tu vas très vite. Si tu n'es pas d'accord avec Daron, c'est comme si tu retournes de Paris vers New York, tu as le vent contre toi, quoi. Voilà. Bon, mais il est très sympathique, je l'aime beaucoup, c'est un vieux copain, je l'ai fait passer du Canada aux États-Unis dans un coffre. Je ne vais pas raconter ça. Toute une histoire, mon histoire d'amour avec Daron, c'est bon. Anyway, Daron, lui, il dit voilà, je vais prendre une approche par les tâches. Et moi, je pense que c'est rien du tout, que l'IA, au lieu de donner une croissance beaucoup plus élevée, ça va vous faire des gains de croissance de 0,07 points. Si je crois à 1% par an, avant l'IA, avec l'IA, je crois à 1,07. Donc c'est vraiment peanuts, quoi. C'est vraiment pas grand. Alors ce qu'il fait pour ça, c'est il dit voilà, les gains de TFP, ça dépend d'abord de la part des tâches qui sont exposées à l'IA. Ensuite, parmi ces tâches, il y a les tâches où c'est profitable d'utiliser l'IA. Et ensuite, il faut voir quelle est la part du travail dans ces tâches, et puis à quel point il se passe sur ces tâches ce que je vous ai montré sur le papier de Brynjolfsson, c'est-à-dire à quel point je gagne en productivité sur ces tâches. Et lui, il utilise la littérature empirique, il met des nombres, et il arrive au 0,7. Alors moi, je ne vais pas vous embêter avec les détails. Moi, j'arrive sur chacun des trucs, il est beaucoup trop pessimiste, sur chacun de ces 4 facteurs. Et en fait, moi, avec mon ami Simon Bunel, nous avons calculé qu'un bon médian, en tout cas, ça peut être n'importe quoi dans l'intervalle entre 0,07, 0,8 et 1,24 points de pourcentage. Et en fait, nous, on pense qu'un truc raisonnable, c'est 0,7, c'est-à-dire 10 fois plus que ce que Daron estime. Et ça, c'est vraiment le même ordre de grandeur que l'éthique, que les technologies de l'information. Donc, si je ne regarde l'IA que du point de vue, ça automatise des tâches dans la production de biens et services, ça vous donne pendant 10 ans 0,7 points de pourcentage en plus, c'est-à-dire que je crois avant à 1% par an, avec l'IA pendant 10 ans, je crois à 1,7, quasiment je double, donc c'est quand même beaucoup. Et encore, je ne prends pas en compte le fait que l'IA, là j'aurais complètement perdu ma voix, automatise non seulement des tâches dans la production des biens et services, mais également des tâches dans la production des idées. C'est beaucoup plus facile d'innover. Les idées sont plus faciles à avoir avec l'IA. Ça, je n'ai même pas encore pris en compte. En fait, vous voyez, si je n'avais que la partie biens et services, je passerais de la courbe en pointillé à la courbe en rouge. Mais en fait, c'est la courbe en bleu qui s'applique. Et ça, il faut qu'on évalue. Mais donc, je sous-estimais le potentiel.
Et par exemple, il y a un truc très intéressant. J'ai mon collègue, un jeune étudiant qui travaille avec moi, qui est maintenant professeur à HEC, mais qui est dans le lab. Il faut que vous veniez voir notre Innovation Lab au collège. Eh bien, c'est là qu'on fait la cuisine, c'est là qu'on cuisine nos papiers. C'est là que ça se passe. Alors, il a regardé les brevets qui citent des papiers IA. J'appelle ça des AI patents. Et vous voyez qu'à partir des années 2010, il y a une explosion mondialement. Là, on regarde les brevets qui sont enregistrés dans le US Office de brevets, mais vous voyez qu'il y a une explosion de la part du nombre de brevets qui citent des papiers IA. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ces brevets-là, ils ont des bonnes propriétés. Ils sont très bien cités, ils ont une meilleure qualité, ils sont plus généraux et plus originaux et plus nouveaux. C'est-à-dire que c'est des brevets de bien meilleure qualité, donc il y a un potentiel de croissance beaucoup plus grand. Ça veut dire qu'on a toute une étude à faire. J'ai Michael devant moi. Michael, il y a là encore le défi, c'est de pouvoir quantifier au niveau macro tout ce que je gagne dans la partie automatisation dans la production des idées. Et là, je crois que je gagne encore beaucoup. Ça, c'est le côté positif. Vous allez me dire vraiment, à Guillaume, il est trop optimiste. En fait, évidemment, il y a un problème, c'est que l'absence de concurrence peut être un obstacle. Quand vous regardez l'évolution de la croissance de la productivité aux États-Unis, vous voyez que, ça je regarde la croissance de la productivité moyenne annuelle, vous voyez qu'aux États-Unis, Solow disait en 95, je vois les ordinateurs partout, sauf dans les statistiques. Mais il a porté bonheur. Dès que Solow l'a dit, hop, c'est apparu dans les statistiques. Il nous manque, Bob Solow. Hein. J'aimerais bien qu'ils viennent de redire. Alors voilà, donc vous voyez que la croissance de la productivité, elle augmente entre 1995 et 2005, mais vous voyez qu'elle baisse beaucoup. Et ça, c'est vrai particulièrement dans les secteurs qui produisent des TIC, des technologies d'information, des secteurs qui utilisent des TIC. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, avec l'arrivée des technologies de l'information, il y a eu l'émergence d'entreprises superstars. Google, Microsoft, Walmart, on les appelle les GAFAM. Au début, ils ont porté la croissance américaine. Mais en faisant des fusions-acquisitions sans limite, ils ont fini par devenir tentaculaires et ils ont inhibé l'entrée de nouveaux innovants. C'est ça qui est schumpeterien dans l'affaire. C'est qu'ils ont découragé de nouveaux innovants. Donc vous voyez que la concentration ici, je représente la part des ventes des 4 plus gros États-Unis dans les services, ou la part de l'emploi des 4 plus gros emplois avec les triangles. Et vous voyez que au moment où décolle la révolution d'éthique, vous voyez que la concentration augmente. Ces gens deviennent très gros. Alors au début, c'est pas un problème parce qu'ils portent la révolution, ils portent la croissance par l'éthique. Mais vous voyez ce qui se passe, c'est que en fait, regardez l'entrée. Ça, c'est les courbes qui décrivent le taux d'entrée d'entreprises où moins de 1000 employés, ou entre 1000 et 10 000 employés, ou plus de 10 000 employés. Et vous voyez que l'entrée est découragée. Donc ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que la politique de concurrence ne s'est pas adaptée à la révolution d'éthique. On a laissé ces entreprises faire des fusions-acquisitions sans limite, sans se demander l'effet que ça aurait. On n'a regardé que le market share, les parts de marché très statiques, et on n'a pas regardé l'effet dynamique que d'une fusion-acquisition aurait sur l'entrée d'entreprises futures. Vous voyez, et pourquoi c'est important pour l'IA? Parce qu'en fait, l'IA, si vous regardez les segments amont de la chaîne de valeur de l'IA, c'est ces grandes entreprises qui dominent. Si vous regardez par exemple le cloud, c'est dominé par 3 entreprises superstars, par 3 GAFAM, Amazon, Google, Microsoft. Et vous avez un unique acteur qui domine le marché des processus graphiques GPU. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut de la concurrence. Et dans le rapport IA avec Alexandra, eh bien, je sais pas, Anne n'est pas là, non. Bon, mais alors voilà. Eh bien, il faut open source, bien sûr. Il faut l'accès aux données. Nous, on disait les données de santé, il faut arrêter d'embêter les chercheurs à chaque fois qu'ils doivent demander une autorisation à la CNIL qui est complètement débordée, qui ne peut pas la leur donner avant 2 ans, et du coup, on a perdu la partie. Il faut faciliter l'accès aux données. 3, le Digital Market Act, qui régule le partage des données par les incumbents, il faut le généraliser à toute la chaîne de valeur de l'IA, y compris le cloud, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et enfin, les réglementations. Il faut réglementer l'IA, évidemment, parce qu'il y a des abus, et il faut protéger les individus. Mais il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop de réglementation, parce que trop de réglementation, les grosses entreprises en place, elles savent se débrouiller, mais les nouveaux entrants, ils ont l'entrée barrée. Donc il y a le bon mélange entre réguler comme il faut, mais que ça ne devienne pas des barrières à l'entrée qui bloquent la concurrence. Voilà. Et en même temps, il faut de la politique industrielle. Alors vous voyez, ça, c'est une idée très taboue en Europe. En Europe, jusqu'à maintenant, on a considéré qu'au nom de la politique de concurrence, eh bien, il fallait empêcher toute politique industrielle. Or là, par exemple, dans l'IA, on voit bien qu'il faut investir dans la puissance de calcul locale. Et donc ça, c'est tout le sens du rapport IA ou du sommet IA.
Je sais que le président de la République, on tape beaucoup sur lui, parce que c'est à la mode en France, tu sais, quand tu as un roi, tu l'adules d'abord et tu le décapites après. Mais ça, c'est une spécialité française, on est en ère de décapitation. Mais je veux quand même dire que là, il faut investir dans la puissance de calcul. Et il faut construire un CERN de l'IA. Ça, c'est une très belle idée de Anne Bouvreau, qui a organisé le sommet IA, qui était ma coprésidente de la commission. Et je pense que tout ce qui va dans ce sens, c'est bon pour aider de nouveaux entrants. Et on voit bien qu'il faut aider de la politique. Et pourquoi les États-Unis et la Chine réussissent beaucoup mieux que l'Europe? Parce qu'eux, ils ont compris, la DARPA américaine, c'est une manière pro-concurrence de faire de la politique industrielle. Nous n'avons rien en Europe qui s'apparente au DARPA. Et les Chinois, ils font pareil, ils aident plusieurs entreprises concurrentes. Ils ont également compris le lien entre concurrence, eux, ils font ce qu'on appelle de la yardstick competition, le lien entre concurrence et politique industrielle. Et nous, en Europe, on est en retard là-dessus. Ça, c'est un peu le rapport Draghi. Je ne vais pas revenir sur le rapport Draghi. Alors, je vais parler un peu des effets sur l'emploi. Donc, le pessimisme de mon ami Daron, et je pense qu'il a quand même beaucoup raison, mais j'aime bien le taquiner là-dessus, c'est qu'il pense que l'IA menace l'emploi. Je pense qu'il y a de très bonnes raisons de le penser. Donc là-dessus, je me fais un peu l'avocat du diable, mais quand même pas complètement. Et voilà un peu sur l'emploi. Alors, dans un travail que j'ai fait avec Xavier Jaravel, qui est à la London School of Economics, mais qui dirige également le Conseil d'analyse économique, et Céline Antonin, qui est chercheuse à l'OFCE et ici au Collège de France, et Simon Bunel, qui est à la Banque de France et avec nous aussi au Collège de France, on a regardé l'effet de la robotisation et de l'automatisation sur l'emploi. Eh bien, je vais vous surprendre, vous auriez pu penser que l'effet était négatif, eh bien l'effet est positif au total. Je compare une entreprise qui adopte la robotisation et l'automatisation avec des entreprises semblables qui ne le font pas. Au total, l'effet est positif. Alors vous allez me dire comment ça se fait. Ça se fait de la manière suivante. C'est vrai que les machines remplacent les hommes. Ça, c'est pas bon pour l'emploi. C'est un effet de substitution. Mais vous avez un effet opposé qui est un effet de productivité. Quand vous adoptez l'automatisation, vous devenez plus productif, donc plus compétitif. Et donc, le marché mondial pour vos produits augmente, donc la demande pour vos produits augmente, et donc vous employez davantage. Et il se trouve que pour la robotisation, en France, l'effet de productivité l'a emporté sur l'effet de substitution. Alors maintenant, qu'en est-il de l'IA ? Alors là, évidemment, c'est très partiel, puisque nous n'avons que quelques années, et c'était avant au début de l'IA générative, donc peut-être que ça va changer. Mais en tout cas, nous avons, avec Simon Bunel, pour le rapport avec Alexandra, nous avons fait une enquête couvrant 9000 entreprises représentatives de plus de 50 employés, et on a comparé l'évolution de l'emploi dans des entreprises qui adoptent l'IA entre 2017 et 2020, et des entreprises qui ne l'adoptent pas, semblables. Eh bien, donc vous avez des entreprises dans un groupe de traitement, et puis vous avez des entreprises semblables dans un groupe de contrôle, d'accord ? Et ce qu'on voit, c'est que celles qui adoptent l'IA, eh bien, au total, elles augmentent l'emploi, comme pour les robots. Alors peut-être c'est maintenant que ça va changer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles augmentent leurs ventes. Donc on voit bien que c'est l'effet productivité qui est à l'œuvre. Donc voilà, donc c'est intéressant, mais évidemment, c'est pas vrai partout. Par exemple, les emplois, l'IA administrative sur des emplois exposés à l'IA et où l'IA peut se substituer beaucoup aux tâches humaines et l'usage administratif de l'IA. Donc si je dis des tâches exposées à l'IA, où la plupart des tâches peuvent être remplacées par l'IA, et je regarde un usage particulier de l'IA, qui est l'IA pour l'administration, à ce moment-là, vous voyez que l'effet est négatif, d'accord ? Alors ça nous ramène à un papier qu'on avait étudié ensemble. Alexandra, tu te souviens, quand on se réunissait régulièrement, c'était un séminaire, on s'amusait bien. Un papier qui a été publié par le Bureau international du travail. Et ce qu'ont fait les auteurs, c'est de décomposer des emplois en tâches. Et donc, un emploi, c'est plusieurs tâches. Et donc, ils ont dit, voilà, je vais mettre un score très faible aux tâches qui ont un faible risque de remplacement. Je vais mettre un score médian à des tâches qui ont un risque moyen de remplacement. Et je vais mettre un score élevé à des tâches qui ont un risque élevé de remplacement. Et vous voyez, regardez là, alors évidemment, là, il faut vraiment que vous mettiez vous avez des jumelles ? Non, c'est dommage. Alors, les emplois qui sont en haut, c'est des jobs managériaux. Et vous voyez, par exemple, manager dans les services, manager dans le commerce de détail, manager financier, dans les sports. Enfin, vous avez tous les types de managers dans tous les agricoles, etc., éducation. Et vous voyez que la plupart des tâches, la plupart des tâches sont dans la zone noir, bleu, violet, où la probabilité de remplacement est faible. C'est-à-dire que pour les jobs managériaux,
il y a peut-être quelques tâches en orange-jaune où le risque de remplacement est élevé, mais la plupart des tâches, c'est des risques de remplacement très faibles. En fait, les jobs idéaux, c'est ceux-là. C'est-à-dire que l'IA va remplacer les tâches rébarbatives, et du coup, vous aurez plus de temps pour effectuer les tâches créatives. D'accord ? Voilà. Par contre, si vous passez sur les employés de bureau, les clerical support workers, vous voyez que la plupart des tâches sont dans la zone jaune-orange. Donc, vous pouvez vous dire sur cette base-là, eh bien, que les risques de remplacement, de redondance sont plus grands, évidemment. Hein, vous avez plus à risquer de l'IA. Alors, en fait, notre collègue Antonin Bergeaud, toujours lui, il a fait une carte. Et cette carte, elle est très intéressante. Parce qu'elle représente, si vous allez de gauche à droite, vous allez de plus en plus vers des tâches vers des emplois où peu de tâches vont être remplacées par l'IA. C'est-à-dire que le plus grand danger est à gauche qu'à droite, si je vais dans ce sens-là. Si vous allez de bas en haut, c'est l'exposition à l'IA. Donc si vous êtes en bas, c'est un emploi très peu exposé à l'IA. Si vous allez de gauche à gauche, la plupart des tâches sont remplacées par l'IA, à droite, très peu. Donc, par exemple, concierge, cuisinier ou couvreur, ils sont très peu exposés à l'IA. Ils n'ont pas à craindre de l'IA, rien que parce qu'ils ne sont pas exposés. Parmi ceux qui sont plus exposés à l'IA, vous voyez que les emplois à risque, selon moi, c'est secrétaire, compteur, comptable, télévendeur, etc. Moins journaliste, interprète, architecte. D'accord ? Ça, c'est la cartographie des emplois selon ces deux mesures. Alors, on peut regarder comme ça, on peut dire, voilà, je regarde la part de l'emploi total, je pars des comptables télévendeurs, je vais jusqu'à secrétaire. À peu près jusque-là, ils ont à risquer beaucoup. Ça représente à peu près 10% des emplois. Et donc, je me dis, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est finalement 10% des emplois menacés ? À partir de là, ça va mieux, quoi. Et ça représente 10%. Vous êtes à 10% ici, d'accord ? Là. Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait la régression de l'emploi sur l'IA en nous restreignant à différentes parties de ma cartographie. Et ce que vous voyez d'abord, c'est que si vous vous restreignez aux emplois qui sont peu exposés à l'IA, de manière non surprenante, il n'y a pas d'effet de l'IA sur l'emploi. D'accord ? Alors ensuite, je vais au nord-est. Hein, c'est quand je vais de Paris à Bruxelles, Liège. Hein. On prend le Thalys, maintenant c'est Eurostar qui est bien moins bien que Thalys. Bon, et bien on dit, bon, il devrait y avoir un effet en tout cas plutôt positif. Et je trouve un effet plutôt positif de l'IA sur l'emploi. Évidemment, là où je crains beaucoup, c'est le nord-ouest. Hein, c'est le Cotentin, quoi. Hein. Je me dis, là, très exposé à l'IA, et la plupart des tâches vont être remplacées par l'IA. Ouï. Là, craignos, d'accord ? Eh bien, à ma surprise, même là, il y a un effet positif. Alors on s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Alors en fait, on a vu que c'est en fait parce que ça dépend de l'utilisation de l'IA que vous faites. Si vous avez de l'IA utilisée pour la production, les processus de production ou bien la sécurité de technologie d'information, là l'effet est positif. C'est uniquement quand l'IA est utilisée pour des processus administratifs. Donc pour que ça soit négatif, il vous faut 3 conditions. Il vous faut un emploi exposé à l'IA où la plupart des tâches sont substituables par l'IA et vous vous restreignez à l'utilisation de l'IA pour processus administratifs. Donc c'est quand même moins que les 10%. Alors peut-être ça va changer maintenant avec l'IA administrative. Ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'il n'y a pas ce qu'on appelle le risque existentiel de l'IA à court terme. Il y avait une peur qu'à court terme, en 2 ans, nous soient tous au chômage. Et en fait, nous on pense que c'est peut-être ce risque existe, mais pas à court terme et moyen terme. Mais surtout, il y a cet effet de productivité dont je vous parlais. Et pour le mettre, de la même manière, et pour magnifier cet effet de productivité, je crois beaucoup, moi, dans l'amélioration du système éducatif. On parle beaucoup d'inégalités en France. Je ne pense pas que c'est par la taxe Zuckman qu'on va résoudre le problème des inégalités. Je pense que c'est en améliorant notre système éducatif. En ce moment, on a une école où, selon qu'on a des parents éduqués ou pas éduqués, le devenir de l'enfant est très différent. Je suis pour une école avec des bons tests PISA, des bons test scores, avec des classes peu nombreuses, des profs bien payés. On est sur les fondamentaux, une école, parce qu'à l'école, on apprend à apprendre. C'est ça qu'on fait à l'école. Il faut une école comme en Finlande, comme en Corée. Dans ces pays, tout le monde a accès à une éducation de qualité. Je pense que c'est ça l'ascenseur social d'abord. Je pense que c'est comme ça qu'on crée de la mobilité sociale et qu'on protège. Donc il faut un bon système éducatif où les gens apprennent à être adaptables également. Et par-dessus, moi, mon système, c'est le système danois. Je suis très danois, moi, en fait.
Je suis un bon social-démocrate danois, pour être bien. Donc, il faut la flexi-sécurité. Vous voyez, ma collègue Alexandra Roulet, elle a fait une étude très intéressante sur le Danemark. Au Danemark, quand vous perdez votre emploi, pendant 2 ans, vous recevez 90% de votre salaire, l'État vous donne une formation et vous aide à trouver un nouvel emploi. Elle a regardé l'effet de perdre son emploi au Danemark sur la santé. Eh bien, elle a comparé la santé d'un travailleur au Danemark dont l'entreprise ferme avec un travailleur identique en âge, expérience, éducation, dont l'entreprise ne ferme pas. Elle a fait ce qu'on appelle le difference in difference. Et ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a aucun effet de perdre son emploi au Danemark entre le groupe de contrôle et le groupe de traitement. C'est-à-dire le groupe de traitement, c'est ceux dont les employés dont l'entreprise ferme. Le groupe de contrôle, c'est les employés identiques dont l'entreprise ne ferme pas. Vous voyez qu'il n'y a aucun effet au Danemark sur la probabilité de prendre des pilules, des sleeping pills, des opioïdes, etc., qui tuent tout le monde aux États-Unis, d'accord ? En Danemark, aucun effet. Aucun effet de perdre son emploi sur la probabilité d'avoir un problème circulatoire. D'accord ? Et en fait, aucun effet sur la mortalité. Par contre, aux États-Unis, c'est Anne Case Angus Deaton, mon ami Angus Deaton, qui m'a envoyé un message adorable il y a 2 jours, qui a eu le prix Nobel en 2015. Et qu'est-ce qu'ils ont montré ? Ils ont regardé le taux de mortalité des unskilled, des middle-aged unskilled. Et vous voyez que le taux de mortalité des middle-aged unskilled, c'est la courbe en noir, elle a grimpé depuis les années 2000. Ça vous donne Trump. C'est ça le truc. Ces gens-là sont malheureux. Et parce que quand tu perds ton emploi aux États-Unis, tu perds en grande partie l'accès à la santé, tu perds plein de choses. Et ces gens sont sous un stress épouvantable, et donc ils prennent des opioïdes, etc., et ils meurent. Et voilà la mortalité des middle-aged unskilled. Vous regardez la France et l'Allemagne, c'est en baisse. Alors l'Angleterre, pas terrible, c'est un peu moins mauvais que les États-Unis, mais quand même pas terrible. Ça, c'est Madame Thatcher, vous avez là, voilà, d'accord ? Bon, voilà. Donc, voyez, donc, moi, je crois beaucoup dans le système danois. Et voyez, je pense vraiment que je vais revenir ça va être ma conclusion. Je veux mettre en évidence le potentiel de croissance de l'IA. Il vous faut une bonne politique de concurrence, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Et ouvert d'esprit. Il faut repenser la doctrine de la concurrence en Europe. Vous voulez mettre en valeur le potentiel de création d'emplois, éducation, flexi-sécurité, c'est à la base de tout. Si on s'arme de ces choses-là, alors on peut être conquérant pour affronter l'IA. Mais si on ne le fait pas, l'IA nous amène dans le mur. Donc ça dépend de nous. Moi, je suis plutôt optimiste sur la technologie, mais je suis pessimiste sur le changement institutionnel. C'est tellement dur de changer les institutions en Europe et même en France, comme vous le savez. Voilà, je crois que j'ai terminé là. Merci beaucoup.